de la politique, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est un engagement pour le pays, c'est pas uniquement un seul objectif. Je comprends qu'il y ait ça, mais j'attends que vous proposiez des réductions de dépenses dans votre propre municipalité et de voir qu'est-ce que ça va faire crier, Dominique Régnier, électeur. Dans l'argument que vous utilisez, il faut rappeler que les collectivités locales représentent une part infime de ce problème. Donc votre argument, je trouve, n'est pas approprié au problème. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est parce qu'on bascule d'un moment à l'autre d'un ton très alarmiste à un ton finalement très rassurant. C'est la diversité des visions. Oui, absolument. On ne sait plus très bien si... moi, je voudrais juste rajouter une louche, en ne citant qu'un seul chiffre, d'ailleurs assez difficile à estimer, mais qui est le poids des retraites, qui n'est pas comptabilisé dans ce chiffre que nous avons indiqué jusqu'à présent. On pourrait ajouter 1000 milliards à peu près pour intégrer le poids des retraites. Et le fait aussi que, imaginons que nous sommes aujourd'hui à la veille d'une crise économique comme celle qui, espère-t-on, s'achève. Eh bien, peut-on réaliser le même effort budgétaire pour protéger les Français de la crise? Une deuxième fois, donc. Oui, maintenant ou demain. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, par le fait que nous avons, malgré tout, collectivement laissé filer la situation ainsi, les déficits, nous désarmons les générations futures. C'est-à-dire que demain, si dans 20 ans, les jeunes gens qui sont là sont confrontés eux-mêmes à une crise de ce type, ils n'auront pas la possibilité de faire ce que nous avons fait depuis 2 ans. Et nous pouvons dire, c'est bien de l'avoir fait car nous pensons qu'il fallait en effet, pendant cette crise, surdépenser pour amortir les effets, mais en même temps, compte tenu de ce problème structurel qui fait qu'on dépense depuis très longtemps plus que l'on ne pourrait dépenser, eh bien nous privons les générations futures d'une capacité de se défendre elles-mêmes. On leur retire le casque, le bouclier, le glaive, on leur attache les pieds et on leur dit bonne chance dans la lutte pour la vie. Je voudrais ajouter une autre chose. Sur le plan environnemental, on dit, et on sait que c'est vrai, qu'il faut investir beaucoup pour convertir nos sociétés à des sociétés post-carbone. En gros, qui polluent moins ou pas du tout. Ça coûte de l'argent. Si nous préemptons l'argent maintenant dans un déficit structurel, eh bien nous privons les générations futures de financement nécessaire pour se préserver d'une dégradation de l'environnement. Donc nous pourrons leur léguer au fond une grande fragilité en temps de crise économique, des dettes très lourdes à payer et que nous, évidemment, nous percevrons, et puis une société exposée aux risques écologiques. Nous allons... Nous allons... si on n'avait pas fait ce qu'on a fait depuis 2 ans sur la crise, en réalité, on ne serait pas en train de se poser la question, et si les autres générations, qu'est-ce qui arrivera? C'est que on serait aujourd'hui dans un état tel que la question ne se poserait pas, à la fois sur le chômage, à la fois sur les entreprises. On a eu évidemment raison, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de guerre depuis 50 ans, sauf qu'il y a eu une guerre économique comme jamais il y a eu depuis une 50aine d'années, juste l'année dernière, évidemment. Non mais vous pouvez être... L'année dernière, oui, mais pas dans les 30 années. Oui, mais enfin c'est ce qui est passé, monsieur le Président, c'est ce qui a fait que nous sommes passés de 3%, qui était à peu près supportable, et qu'on était en train d'améliorer, à 8%. La réalité, elle est là. La réalité, elle est dans cet écart. C'est cet écart qui est très important. Cet écart, c'est pas que la France qui le vit, c'est tous les autres pays. Alors le monde est beaucoup plus endetté qu'auparavant, ça va poser un certain nombre de difficultés, sauf que les économies auront à peu près tenu le choc, à nous après, par la reprise, de rembourser en réalité cela. Et c'est tout l'objectif, c'est bien comment on rembourse maintenant ce qui a été l'arme anti-crise, c'est-à-dire les déficits budgétaires des États. Paul Jorion. Moi, je ne voudrais pas être trop discourtois envers certaines des personnes qui sont ici. Mais je voudrais vous rappeler qu'au moment où Byzance, Constantinople était assiégée, il y avait effectivement des discussions sur le sexe des anges et les gens qui participaient à ces discussions pensaient que c'était très important. Alors, la vérité de ce dont nous discutons ce soir, elle a été donnée par 2 personnes. Elle a été donnée par Honorin, qui expliquait comment ce système fonctionne. Quand on entend Honorin, c'est Fernandel. Honorin Fernandel, qui est le conseiller de François Ier. Quand on entend comment ce système fonctionne, ça fait rire. Le fait est que ça fait rire. On ne se pose plus aucune question sur comment ce système fonctionne. On ne sait pas pourquoi l'État a des dettes, a des déficits d'année en année. Il y avait des époques...
dans le temps, à l'époque de François Ier, de Louis XIV, il n'y avait de déficit qu'au moment où il y avait des guerres. C'est à ce moment-là qu'il y avait des déficits. On ne se demande pas pourquoi l'État doit emprunter, on ne se demande pas pourquoi l'État doit payer des intérêts, on ne se demande pas où vont ces intérêts. 2 tiers de ces intérêts qui sont payés vont à l'étranger, il y en a 1 tiers qui vient en France. On ne sait pas ce que les gens font ça. Si, ils vont probablement spéculer sur les marchés, ils vont essayer de faire tomber la Grèce, aujourd'hui faire tomber le Portugal, demain faire tomber l'Espagne après-demain, et de ça, on ne se préoccupe pas. Il y a une autre image, il y a une autre image, c'est Néron qui joue de la lyre pendant que Rome est en train de brûler. Si, monsieur. Ne soyez pas non plus aussi pessimiste que ça. Je ne suis pas pessimiste, monsieur. Il se fait, monsieur, que depuis 2 ou 3 ans, c'est moi qui explique comment les choses fonctionnent et c'est moi qui fais des prévisions qui se réalisent. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe en ce moment en Grèce, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment au Portugal. Bon, je continue la question, parce qu'il y a une question. Honorin, c'est très bien ce qu'il a dit. Ce que monsieur Taddy a dit, c'est une très bonne question aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de l'impôt? Alors vous dites, oui, l'impôt, l'impôt, tout le monde paye l'impôt. Non, monsieur, parce que l'impôt, il y en a qui le payent, il y en a qui ne le payent pas. Il y a des gens qui achètent ces emprunts. Il y a des gens qui achètent les obligations de l'État. Il y a des gens en France qui ont l'argent suffisant pour faire ça. Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire ça, là-dessus, il faudra que nous payions tous des intérêts? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans la tranche d'impôt où il y a des gens qui ont de l'argent en trop et ils peuvent s'acheter des obligations? Pourquoi le fait-on? L'impôt, c'est pas tout le monde. Un impôt, ça peut être progressif ou pas. Ça a cessé d'être progressif, un impôt. On le sait bien. Mais cette diversion maintenant sur la dette, on sait à quoi ça va servir. On sait exactement à quoi ça va servir. C'est parce que le programme libéral, le programme ultralibéral, on ne peut plus le vendre au public. On ne peut plus vendre la dérégulation, ça ne passera plus. On ne peut plus vendre la privatisation. Alors, le programme, on va quand même le terminer. On va le terminer et on va atteindre le bouclier social, on va atteindre la protection sociale. C'est ça qu'on nous prépare. Non, monsieur, attendez, moi je veux dire, non, je partage pas du tout ce que dit. C'est pas parce que je suis il n'y a pas de libéralisme ou d'ultralibéralisme, ou ça, c'est des mots d'il y a quelques années. Il n'y a pas de dogmatisme. Mais non, monsieur, il n'y a pas de dogmatisme. Enfin, si la France était un pays ultralibéral, ce ne serait pas le pays qui aurait le plus de dépenses sociales par habitant. Oui, c'est un scandale. Alors, c'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant. C'est à ça qu'on va s'attaquer. Vous avez complètement tort. Vous avez totalement tort. Et c'est dommage parce que vous devriez être fier de notre système social. Vous devriez être fier plutôt que de le critiquer. Nous avons un système social. Très fier. Non, mais non, vous n'en êtes pas fier, vous le critiquez. Si, j'en ai fier. Nous avons un système social aujourd'hui. C'est vous demain qui allez l'attaquer. Nous avons. Juste pour que ce soit clair, j'oriente ce qu'il a l'air de dire. Vous allez dire. Ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'en fait, la dette va être le prétexte pour effectivement, comme on le dit dans le gouvernement, comme on ne veut pas augmenter les impôts, il va falloir ralentir les dépenses publiques. Donc ça veut dire couper dans le service public. C'est ça ce que vous voulez entendre. Il faut ralentir les dépenses. Et que donc ce sera le prétexte, si vous voulez. 55% de la richesse nationale, c'est de la dépense publique, donc il faut la ralentir. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut couper dans les dépenses publiques, il faut ralentir les dépenses publiques. Aujourd'hui, la dépense publique, c'est 16 500 € par habitant. Alors il y a les 28 000 € par bébé, sauf que les Français font plus de bébés que les autres, donc c'est pas mal, ça permettra quand même de répartir la charge. Mais les Allemands, c'est pas pareil entre nous. Les Allemands, c'est encore plus compliqué que nous. C'est 16 500 € par habitant, par Français, par bébé et par adulte. Ça, c'est le montant de la dépense publique. Cette dépense publique, elle augmente entre 500 et 700 € par an. Entre 500 et 700 € de plus par an. Donc je ne crois pas qu'il y ait, vous voyez, une sorte de coupe sombre dans la dépense. Pour réussir, en réalité, à désendetter le pays et à stopper les déficits, à revenir aux 3% en 2013. Il faut diviser par 2 le rythme de cette progression. Pas dépenser en plus 500 ou 700 €, dépenser 2 fois moins. 250 à 300 ou 350 € de plus. C'est pas extraordinairement difficile. C'est pas si facile que ça à faire, mais c'est pas extraordinairement vous n'aurez pas difficile. Il faut le faire. La croissance dont vous avez besoin. Vous savez bien que vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas en 2013. Les impôts. Est-ce que vous allez augmenter les impôts? Qu'est-ce que vous allez dans le cas si vous n'avez pas cette croissance? Si vous n'avez pas cette croissance, qu'est-ce que vous allez faire pour descendre de 8 à 3%? Daniel, je voudrais juste dire, il y a une chose qui me frappe depuis le début comme ça qui est très importante. On parle de dette publique et de dette privée. Effectivement, c'est très important. Et dans le fond, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le fond, on a une dette publique qui a beaucoup augmenté, une dette privée qui a beaucoup augmenté, parce que ça fait 20 ans que le seul moteur de l'économie, c'est le crédit.
Et que le jour, effectivement, où ce moteur-là, qui est le seul moteur que nous ayons eu depuis 1990, en étant gentil, je veux dire, c'est le seul moteur que nous ayons eu. Et ce moteur-là, il est mort. Quel est le moteur de la reprise demain ? Puisqu'avant, nous avons eu un moteur de la reconstruction, effectivement, puis on aurait eu certainement un moteur qui était la révolution de la distribution, qui a révolutionné complètement les choses. Et puis aujourd'hui, c'est fini. Le moteur du crédit, il est mort. La consommation, la technologie.